il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. C'est simple comme expression. On comprend tout de suite ce que ça veut dire, que ce n'est pas important et qu'on peut passer à autre chose, à ce qui compte vraiment. Il n'y a pas mort d'homme, ce sont les mots qu'a choisi Jack Lang, ancien ministre, pour commenter l'affaire Dominique Strauss-Kahn, ancien ministre lui aussi. Alors je précise parce qu'il y a eu plusieurs affaires Dominique Strauss-Kahn, celle du Sofitel de New York, où il a été accusé de viol par Nafissatou Diallo. Et en un sens, il a raison. Il y a juste cette femme de chambre que l'on retrouve les vêtements maculés de sperme et les collants troués. Il n'y a pas mort d'homme, il y a juste viol de femme, juste un crime, quoi. Et à l'époque, la presse et puis la classe politique aussi avaient la tentation d'essayer de tourner la page assez vite, de vouloir passer à autre chose, quoi. Un peu sur le mode « Oui, mais de toute façon, tu connais Dominique, c'est un séducteur ». Alors ça peut paraître loin, New York, 2011. Mais des affaires, il y en a eu beaucoup en politique depuis. Il y a eu l'affaire Denis Baupin, il y a eu Georges Tron, il y a eu Gérald Darmanin, Nicolas Hulot, Éric Zemmour, Damien Abad, Adrien Quatennens. Et alors, qui sont ces hommes politiques mis en cause pour harcèlement, agression sexuelle, violence conjugale, des comportements sexistes et même parfois des viols? Eh bien, il y en a dans toutes les familles politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre. Et puis, il y en a aussi à tous les échelons de pouvoir, du conseiller municipal du petit village jusqu'au plus haut sommet de l'État. Et ils vont s'en prendre soit à une femme qui passe par là, comme Nafissatou Diallo, soit aux femmes qu'ils côtoient au quotidien. Ça peut être leur épouse, une journaliste, une collègue élue, une militante, une administrée ou leur collaboratrice. Et collaboratrice d'élus, c'est le métier que je fais depuis une quinzaine d'années. Alors, bon, ce n'est pas un métier très connu, c'est plutôt un métier de l'ombre. Il faut dire que les rares qui ont pris la lumière s'appelaient Pénélope Fillon et Alexandre Benalla. Et ce ne sont pas les plus représentatifs de la profession, puisque au quotidien, déjà, on travaille vraiment et on le fait sans brassard police. Alors, c'est nous qui rédigeons les discours des élus, qui gérons leurs réseaux sociaux, leur emploi du temps. Et puis parfois, on réserve un billet d'opéra pour madame ou on trouve un stage pour le fiston. Bref, j'ai été assistante parlementaire et donc je travaillais pour un assisté parlementaire. La politique, c'est un monde d'hommes. Si je vous demande d'imaginer le portrait robot d'un élu aujourd'hui, vous allez me dire un homme, 50, 60 ans, plutôt blanc et plutôt pas fâché avec le pâté. Et ça n'est pas une caricature. C'est ce que nous montrent les chiffres. En fait, la politique en France, elle s'est construite par et pour les hommes. Et jusqu'aux années 2000, être une femme était une exception. Et ça laisse des traces. Une petite ambiance un peu vestiaire, un peu bistrot. Et pas que chez les boomers, on peut avoir aussi des élus très jeunes et très problématiques. Maintenant, mettez-vous dans la peau d'une collaboratrice. Eh bien, c'est un quotidien qui est fait de bises gluantes quand on tend la main pour dire bonjour, de remarques du style « Bonjour mademoiselle, on m'avait dit que vous étiez aussi jeune que jolie, mais je ne pensais pas à ce point. » Ça, c'est du vécu. Ce sont aussi des mains baladeuses ou des photos non sollicitées. Et ça ne se passe pas que sous les ordres de la République, ça se passe aussi en bas de chez vous. Je vous rappelle, 74% des élus locaux sont concernés. Et oui, puis j'ai dit dick pic ou main baladeuse, mais on parle bien de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle. C'est important de dire les termes du code pénal, parce qu'en fait, on est en train de parler d'élus qui font la loi et qui parfois ne se l'appliquent pas à eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, quand ça nous arrive? Eh bien, l'idéal, ça serait de les éviter. Le problème, c'est qu'ils sont nombreux. Moi, quand j'ai commencé à bosser, il m'aurait fallu éviter un ministre, un candidat à la présidentielle, le maire d'une grande ville, un président de groupe parlementaire, un directeur de cabinet, un préfet. Bon, ça commence à faire des gros zigzags. Si on doit tous les éviter,
En fait, ça revient presque à éviter son propre parcours politique. Et c'est le choix que font certaines femmes qui partent parce qu'elles sont dégoûtées. Et le problème, c'est que si les dégoûtés s'en vont, eh bien, il reste les dégoûtants. Alors, il faudrait parler. Parler, bon, c'est plus facile depuis MeToo. Avant, on savait très très bien se taire. Mais quand même, ça reste compliqué parce qu'il y a des enjeux de rapport de force. Si vous avez 25 ans et que vous êtes en CDD et qu'en face, vous avez un ministre ou un poids lourd de la politique, bon. Et pourtant, on vous dit, bah oui, il faut parler, il faut aller porter plainte surtout. C'est vrai, il faut aller porter plainte. C'est ce que nous disent les pouvoirs publics. Portez plainte, sinon on ne vous prendra jamais au sérieux. Alors oui, il faut porter plainte. C'est plus facile si on a des années devant soi et des milliers d'euros devant soi. Ça, ce sont les chiffres du ministère de la Justice et de l'Intérieur. En gros, ça veut dire que dans notre pays, il y a 0,6% des violeurs qui sont condamnés. Ça s'explique par beaucoup de raisons. La première, c'est que la plupart du temps, les victimes ne portent pas plainte, parce que c'est très difficile d'aller porter plainte. Aussi parce que parfois, les plaintes ne sont pas prises, ce qui est illégal, et souvent parce qu'elles sont classées. Après, c'est important de pouvoir se raccrocher à des petites lueurs d'espoir, au cas où ça marche. Et on a un cas comme ça en politique. Alors, je vous donne le contexte. C'est une histoire de viol au pluriel en Réunion. Ça s'est passé dans une ville de banlieue parisienne. Le violeur s'appelle Georges Tron. Son avocat, c'était Éric Dupond-Moretti, mais ça, c'est une autre histoire. Et devinez combien de temps le criminel a passé derrière les barreaux après 10 ans de procédure. 13 mois. Voilà, pas 13 ans, 13 mois. Donc je pense qu'on pourrait tous et toutes souhaiter pouvoir tout attendre de la justice. La justice, elle n'a que les moyens qu'on lui donne. Et qui, aujourd'hui, décide des moyens de la justice? C'est le politique. Et le politique qui, parfois, se planque derrière la justice pour ne pas assumer ses responsabilités. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'institutions défaillantes, il faut le reconnaître. Combien de partis, combien de mairies vont chercher à défendre, à protéger leur réputation, c'est-à-dire leurs potes, plutôt que de respecter le Code du travail, par exemple. Le Code du travail qui prévoit l'obligation pour un employeur de garantir la santé et la sécurité de ses employés. Prenons un exemple. 2022, Emmanuel Macron choisit de nommer Damien Abad ministre. Quand il le fait, il sait que Damien Abad a déjà fait l'objet d'une plainte pour viol. Et donc il se dit, chic, voici le bon candidat pour être à la tête d'un cabinet, le bon candidat pour être à la tête d'une administration, le bon candidat pour être ministre dans un gouvernement dont la grande cause est la lutte contre les violences faites aux femmes. On peut trouver ce type de raisonnement hypocrite, on peut aussi le trouver dangereux. Et c'est dans ce contexte que certaines victimes vont, parfois en désespoir de cause, aller parler à la presse. Par exemple à Mediapart ou à d'autres médias reconnus pour le sérieux de leurs enquêtes. Alors, il y en a que ça horripile. Je voudrais souligner une chose, c'est qu'une victime de viol, d'agression, ne choisit pas le lieu, le moment, les circonstances de son viol ou de son agression. Elle les subit. Et à partir de là, je me dis que peut-être on pourrait la laisser choisir quand, comment et à qui elle souhaite en parler. Surtout qu'on n'a rien à gagner à en parler. Regardez les trajectoires de celles qui ont témoigné au sujet de Gérald Darmanin ou de Nicolas Hulot. Elles ne sont pas devenues ministres ou personnalités préférées des Français. Et puis là, je prends des exemples nationaux, mais imaginez au niveau local, dans une petite commune, une femme qui serait agressée par le maire. Et si le maire est très copain avec le chef de la gendarmerie, est-ce que vous pensez vraiment que c'est le correspondant de la presse locale qui va aller faire une enquête sur ces deux principales sources d'information?
et se les mettre à dos. Voilà. Donc, bon, n'empêche qu'aujourd'hui, la presse enquête un peu plus. C'est un gros changement par rapport à Strauss-Kahn, à 2011, et c'est heureux. Certains s'inquiètent d'un prétendu tribunal médiatique ou s'inquiètent d'un bafouement de la présomption d'innocence. Il faut admettre que oui, il faut respecter la présomption d'innocence de la même façon qu'il faut respecter la liberté d'expression. Et puis la presse, elle ne condamne personne. Et c'est heureux puisque ce n'est pas son rôle. La presse, elle ne fait que raconter le monde tel qu'il est. Raconter les comportements dont sont capables celles et ceux qui nous représentent. Mais comme elle le fait en fait pour les scandales financiers, par exemple. Et là, ça choque personne qu'on en parle. En fait, le vrai scandale, c'est d'essayer de faire reposer sur le quatrième pouvoir les défaillances des trois autres. Le vrai scandale, c'est de ne proposer aucune solution. Parce que les solutions, elles existent. Ça s'appelle le courage. Ça s'appelle la volonté politique. Et ça s'est déjà vu dans d'autres registres. Pendant des années et des années, la politique était gangrénée par des malversations financières. Et puis un beau jour, en 2012, le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, fait l'objet d'un article de Mediapart qui révèle qu'il a des comptes planqués à l'étranger. Et à ce moment-là, la classe politique a deux options. Continuer à mettre la poussière sous le tapis, comme on l'a toujours fait avant, ou se regarder en face et agir. Et franchement, ça a été douloureux de se regarder en face et d'agir. Mais c'était possible. Et depuis une dizaine d'années, vous voyez des ministres, des parlementaires qui sautent parce qu'ils ont bidouillé leur déclaration de patrimoine, parce qu'ils ont eu recours à des emplois fictifs, ou pour leur consommation de cocaïne, ou même de homards. Et je ne pense pas qu'une agression sexuelle, ce soit moins grave que des homards. Et pourtant, à l'époque, en 2012, le président de la République avait ouvert la voie à la création d'une haute autorité pour la transparence de la vie publique pour régler ces problèmes d'opacité financière. Et aujourd'hui, sur la question des violences sexistes et sexuelles, le président de la République ne propose rien. Et c'est dommage, parce que ça nous prive d'un cadre clair, commun, partagé. En fait, ça permettrait de sortir des indignations à géométrie variable, du style « Ah, bouh, Adrien Quatennens, ah, mais bouh, Damien Abad ». Ce serait sain. À ce stade, je pense que vous avez compris pourquoi la question des violences sexistes et sexuelles en politique devrait concerner celles et ceux qui nous gouvernent. Mais quel est le rapport avec vous ? Eh bien, la politique, c'est notre quotidien, c'est notre vie de tous les jours. Et pendant longtemps, les décisions en politique, elles se sont prises sans s'intéresser à la vie de la majorité de la population. C'est la loi des hommes qui a fait que les femmes n'ont pas pu aller à l'université sans l'autorisation de leur mari jusqu'en 1938. C'est la loi des hommes qui a exclu les femmes de la citoyenneté jusqu'en 1944. C'est la loi des hommes qui a obligé ma grand-mère à demander la permission à mon grand-père pour travailler jusqu'en 1965. C'est la loi des hommes c'est la loi tout court, qui nous a interdit l'accès à la contraception jusqu'en 1967, à l'IVG jusqu'en 1975. Et puis la loi n'a reconnu le viol comme un crime qu'en 1980. Et il a fallu attendre les années 90 pour qu'existe enfin le harcèlement sexuel et le viol conjugal. Enfin, qui existe dans la loi, on sait que ça existe depuis toujours. Et ce qui est intéressant quand on regarde ces réformes, c'est qu'elles ont été portées par des ministres et des parlementaires femmes sous la Ve République. Alors, bien sûr, il y a eu Lucien Neuwirth, le père de la pilule, merci monsieur. Mais regardons les autres. Simone Veil, Yvette Roudy, Gisèle Halimi, Catherine Génisson, Nicole Hamelin, Daniel Bousquet, Elisabeth Guigou. C'est quoi le problème, les gars? Ça vous intéresse pas? Ou c'est des sujets de gonzesse, peut-être? Moi, j'ai du mal avec cette idée. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse penser que le viol, 98% des auteurs de viol sont des hommes, c'est un sujet de gonzesse. De la même façon que les femmes ne tombent pas enceintes toutes seules. Et puis, on ne fait pas nous-mêmes le choix de nous payer 16% de moins que nos collègues masculins.
Et je ne parle même pas des auteurs de féminicides, parce qu'il n'y a pas mort d'homme, mais parfois il y a mort de femme quand même. Alors quel est le lien entre ça et les élus qui pensent que le corps des femmes est à leur disposition? Eh bien, ce sont eux qui décident. Ce sont eux qui dessinent les contours de notre société. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il y a dans leur projet de société? Quelle place y a-t-il pour les femmes, pour les petites filles? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour lutter contre les violences? Lutter contre les discriminations qui pourrissent notre quotidien? Et puis, quel budget vont-ils y dédier? C'est important, le budget. Il est où le milliard réclamé par le Haut Conseil à l'égalité pour mettre enfin un terme aux violences conjugales? En Espagne, ils ont essayé, ça marche. Nous, on ne met même pas le tiers de l'argent sur la table. En fait, la question qui se pose, c'est on peut être tous d'accord sur le fait que les hommes et les femmes naissent égaux en droit. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que tout le monde en ait pleinement la jouissance? Il y en a peut-être parmi vous qui pensent qu'on peut être un pédocriminel et un grand cinéaste, ou un auteur de féminicide et un grand chanteur de rock, ou un violeur en série et un journaliste formidable. Si vous n'avez pas les références, pour savoir qui étaient les hommes ou les artistes, enfin on ne sait jamais, voilà, cherchez sur Google. Mais la question qui se pose, c'est pas ici de gagner une victoire de la musique, un César ou un prix Albert Londres. On est en train de parler d'incarner les valeurs de la République. Faire de la politique, c'est non seulement respecter la loi, mais c'est aussi être exemplaire, montrer l'exemple. Alors, il n'y a pas mort d'homme, mais vous pouvez décider. Vous pouvez faire le choix de continuer à élire des hommes qui auront des préoccupations tout à fait différentes de celles de votre cousine qui a été violée au week-end d'intégration de son école, de votre mère qui a été agressée dans les transports en commun, de votre sœur cyberharcelée sur TikTok, ou de votre pote qui n'a pas eu ses 21 séances d'éducation sexuelle et affective obligatoires au collège et au lycée. C'est dommage, il en aurait eu besoin. Ou vous pouvez faire un autre choix, qui est celui d'écouter la parole des victimes, d'écouter les témoignages s'amonceler, de ne pas être de ceux qui vont dire « Ah, mais oui, mais quand même, il faut qu'Adrien retourne à l'Assemblée, c'est quand même un député formidable, et puis il faut attendre que la justice passe. » Puis 3 mois après, quand la justice est passée, être de ceux qui disent « Ah, mais oui, mais c'est bon, la justice est passée, maintenant Adrien doit retourner à l'Assemblée, c'est un député formidable. » Et si rien de tout cela vous convainc, alors réfléchissez en termes de priorité. Est-ce que vous trouvez normal que certains hommes politiques utilisent leur mandat pour oppresser des femmes et que lorsque celles-ci ont l'outrecuidance d'en parler, alors ils vont utiliser leurs moyens institutionnels payés par vous et moi pour aller expliquer que ce sont des menteuses et que ce sont eux les vraies victimes, les victimes du complot de MeToo. La meilleure illustration de ça, c'est peut-être l'histoire de Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, en 2017, il devient ministre de l'écologie et du climat. On ne parle pas d'une petite responsabilité, on parle bien de l'affaire du siècle. Et ce que je me demande, c'est combien de temps il a passé à la tête de ce ministère à essayer d'étouffer son propre scandale, comme s'il n'avait rien d'autre à faire. Et en fait, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron, le connaissant, l'a choisi lui pour incarner ce poste avec ce niveau de responsabilité, plutôt que quelqu'un de plus exemplaire, quelqu'un de plus disponible. Alors, il n'y a pas mort d'homme, mais de quelle vie veut-on pour les femmes? Vous pouvez le décider. La prochaine fois que vous serez dans l'isoloir, la prochaine fois que vous lirez les programmes, avant d'élire le maire de votre commune ou le député de votre circonscription. Vous pouvez faire le choix de sortir les hommes violents de la politique. Vous pouvez ouvrir la voie à une vie politique plus apaisée, plus inclusive, moins masculine et surtout moins masculiniste. Parce que lorsque la classe politique aura éliminé les violences sexistes et sexuelles en son sein, alors elle sera enfin à même de lutter efficacement contre ces mêmes violences dans l'ensemble de la société. Voilà pourquoi la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en politique nous concerne toutes et tous.
Merci de votre attention.